C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, toujours un plaisir de vous parler. Ben, pareillement, je ferai mon bulletin temporel de météorologique habituel en vous disant que j'ai semé du gazon cette semaine, donc le printemps avance et les petits oiseaux sont venus tout le manger. Mais il faut aider la nature et les oiseaux, ça fait partie de la nature, donc on fait ce qu'on fait. Moi, je me réveille. Je me réveille depuis quelques jours à 5 heures du matin par des oiseaux qui pépient avec une allégresse incroyable. C'est un peu dérangeant, mais je garde le moral. C'est l'été qui arrive. On va saluer nos partenaires pour 2024 pour le podcast Une tasse de tech. TELUS, Plan Hub, Hello Darwin et Planet Hoster, l'hébergeur québécois qui héberge ton site et mon site, Alain. J'en suis très fier. Connexion rapide, service incroyable. On va en parler un peu plus tard dans la chronique. On pourrait parler tout de suite, par exemple, de Hello Darwin, qui est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions pour la transformation numérique de votre entreprise au travers du Canada, du Québec, partout dans le monde. Si vous leur demandez, vous avez besoin d'aide financière pour réaliser vos projets, Hello Darwin va vous aider à trouver les bons partenaires, les bons contacts et toutes les subventions auxquelles vous avez droit. N'hésitez pas. Hello Darwin, c'est la référence pour tous vos projets de développement numérique. hellodarwin.ca, allez jeter un coup d'œil tout de suite. hellodarwin.com, je m'excuse, hellodarwin.com, jetez tout de suite un coup d'œil sur leur site. Exact, allez voir ça. En parlant de Plan Hub, on reçoit Nadia Marcos, le grand patron de Plan Hub, tantôt pour parler d'une bonne nouvelle, une rare bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on a tendance à chialer beaucoup sur le secteur du sans-fil, mais les prix baissent, mesdames, messieurs, et c'est vrai, et il y a moyen d'en profiter. On vous donne tout ça tantôt en entrevue avec Nadia. Ça fait partie des nombreux sujets qu'on va aborder cette semaine, incluant, on va parler de la NASA, Pascal, 2 fois plutôt qu'une. On va sur la Lune, on va dans l'espace, on va parler de TikTok. Y aura-t-il un TikTok dans 9 mois? Ouh! Est-ce que ça va changer nos vies? Ouh! Pas de TikTok, que vais-je faire de mes soirées? Ah non! Je vais devoir tenir mon téléphone dans une autre position. La publicité sur téléphone sans fil, d'ailleurs, on en parle parce qu'il y a des fournisseurs qui pensent qu'il y a moyen de sauver des sous comme ça. Il y a 2 nouveaux iPads qui s'en viennent. On a des petites rumeurs. On va vous faire le condensé de tout ça. On a une imprimante, ma parole, tout à fait étonnante. Je ne sais pas si c'est aussi un appareil photo. C'est un peu étrange, ce machin. Oh, c'est un petit combo, Alain, d'appareils photo Instax et d'imprimante qui permet de faire des photos à développement instantané. C'est voilà. Vraiment chouette, Alain. On va parler de port USB-A, de port USB-C, de port HDMI et de DisplayPort après ça. Hein? Ça, c'est quelque chose. DisplayPort, ça, on met ça en bannière. Ça m'a ressorti complètement d'un autre monde. Je pensais que ça n'existait plus, mais non, ça existe encore. Et apparemment, à juste titre, ce qui me fait flabbergaster, pour le dire en bon franglais. Mais avant tout ça, parce que c'est même pas tout, on a nos espressos de tech, n'est-ce pas, bien tassés, bien serrés, à commencer par, je vous disais, on allait parler de l'espace. La sonde Voyager 1 a été mise à jour. Elle est rendue loin, là, Voyager 1. C'est quand même pas quelque chose qu'on fait avec un Wi-Fi, là. Ah oui, c'est une sonde qui a été envoyée en 1977, il y a 46 ans, qui a traversé le système solaire, donc qui est rendu dans une zone en dehors du système solaire. C'est quand même délirant. Pour dire, ça prend 22 heures et demie communiquer avec la sonde pour envoyer le message. 22 heures pour envoyer le message à la vitesse de la lumière, 22 heures et demie pour que le message revienne. On a réussi à mettre à jour le système d'opération de la sonde Voyageur 1. Il y a une puce qui avait arrêté de fonctionner. Alors, ils ont reprogrammé pour déplacer les informations dans d'autres puces. Dans un des 3 ordinateurs de bord, il y avait un petit problème. C'est complètement débile parce que tout ce temps-là pour mettre à jour une sonde qui a été lancée en 1977, moi, cette semaine, j'ai configuré le nouveau iPad de ma mère à distance. Puis je pense que ça a pris plus de temps que ça. C'est le parallèle habile que tu fais là. Non, mais je sais, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça, 22 heures et demie pour envoyer la mise à jour. Je me dis, c'est drôle, c'est le temps que j'ai l'impression d'avoir passé au téléphone avec ma mère que j'aime d'amour. Il n'y a rien de plus horrible que de faire une mise à jour à distance pour quelqu'un qui a oublié son identifiant, oublié son mot de passe, c'est ce qui rend les choses plus compliquées.
Là, tu es au téléphone, puis tu décris qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu entends taper, puis tu entends brasser, puis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est affiché à l'écran? Et là, elle commence à te lire les textes du vous devez vous inscrire à Apple pour les Ah conditions oui, et tout mon ça. Dieu. Non, non, maman, t'as pas besoin de me dire ça. Fais juste dire OK. C'est tellement drôle. Oh, Super quelle technique. C'est émotion. la magie de l'informatique moderne, Ouais. Pascal. À Si c'était distance, simple, c'est ça pas serait pas plaisant, évident. C'est ça. effectivement. En Ça irait vidéo, c'est probablement un peu plus vite. ça irait mieux de faire la mise à jour des sondes comme Voyager si seulement il y avait du réseau cellulaire partout dans Oui, l'intergalactique. il Et va en avoir je sur dis la ça, mais c'est vrai, Lune. il va peut-être avoir bientôt un réseau LTE sur la Lune parce que la NASA a demandé à Nokia, l'équipementier finlandais, de déployer sur la Lune, sur le pôle sud de la Lune, là où s'en va la mission Artemis, un réseau LTE pour que justement les sondes et que les autres appareils puissent facilement s'intercommuniquer entre eux. Ça va être fait avant la prochaine phase d'Artemis. Là, on est rendu à Artemis 3, je pense, qui nous mène à la fin 2025, mais d'ici là, il va y avoir ce déploiement qui, j'imagine, va être automatisé d'une antenne LTE sur la Lune. J'ai hâte de voir les frais d'itinérance là-bas, qu'est-ce que ça va donner. Ça risque de coûter une petite facture salée. Aïe, aïe, aïe. Mais plus terre à terre, Pascal, on change de nouvelles. On a appris cette semaine que Biden s'était fait donner par Joe Biden, qui est presque le même mot, 270 jours pour soit vendre TikTok ou le fermer. Et là, on a une mauvaise nouvelle pour les accros de TikTok. Biden se préférait fermer plutôt que vendre TikTok. C'est Reuters qui écrivait ça aujourd'hui. Ils ne veulent pas vendre. Je ne sais pas qui pourrait racheter. Je pense qu'on peut lancer les spéculations et ou les enchères à 5 Qui rachèterait ça, TikTok, tu Et penses? tabarnouche, Meta, Ben, ils ont déjà leur propre machine, ils ont je déjà leur pense. système. Ouais. Est-ce que Elon Musk serait assez cinglé Pour pour... rajouter ça à X, fusionner. on Je pense jase, pas. là, on jase. Écoute, Apple, point d'interrogation, Apple, ce serait vraiment ça complètement ajouterait champ une corde à son gauche. arc. Mais ça ajouterait une corde à son arc, quelque chose, le côté social qu'Apple n'a pas Plus encore réussi à divertissement. développer. Ce serait un Disney, est-ce gros, que gros, gros Disney se morceau. lancerait là-dedans? Microsoft, point d'interrogation. Hmm. On est déjà, ce serait un côté plus ludique par rapport à LinkedIn. Il y aurait peut-être possibilité de faire une transition. La première fois où on parlait de vendre TikTok à des intérêts, c'était deux compagnies. C'était genre Cisco. C'est des compagnies plus Oui, 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 plus équipementiers, infrastructure, plus business, équipement. business, Oui, ouais. oui, oui. J'ai hâte de voir comment ça va débouler, mais j'imagine, et je sais pas, TikTok, je le rappelle, n'est pas offert, n'est pas accessible de Chine, même si l'entreprise qui est Biden, qui est propriétaire, vient de Chine. Donc, je ne sais pas si c'est si mal que ça que les États-Unis s'en débarrassent aussi. Je ne sais pas si on crée un vide dans le ferment, si le vide va être comblé par autre chose, ou si ça va être comme ah, finalement, on n'a pas vraiment besoin de cette nouvelle plateforme. Ça pourrait donner un coup de pouce aux services américains similaires, peut-être Instagram ou quelque chose comme ça, qui pourrait en bénéficier. Qu'est-ce qui pourrait l'acheter aussi? Ce serait peut-être une compagnie de divertissement. Oui, ben ça, je pense à Disney, mais ça pourrait être. Disney, quelque chose comme ça qui Ouais. pourrait, à ce moment-là, s'en servir comme plateforme pour du divertissement familial, sain et agréable. Amazon pourrait racheter. Amazon, Amazon. il y aurait Oui, un ben oui. business case. Là, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Ben oui, parce que là, tu as l'intégration des ventes en ligne directement de TikTok, vente en ligne, faites des produits subventionnés. Ouais. Très, très. J'aime ça spéculer. Écrivez-nous si vous avez des hypothèses. C'est Google Plus 2.0. Voilà, exactement ce qu'on veut. Allez savoir. Très, très drôle. Je vais finir sur Google rapidement parce qu'on a appris cette semaine que Motorola et Verizon aux États-Unis testaient l'intégration d'une application qui s'appelle Glance, qui est une application qui existe déjà sur Android, mais qui permet, et là je mets des guillemets sur permet parce que ça sonne comme si c'était le fun, mais qui affiche en fait de la publicité sur l'écran verrouillé des téléphones Android, tandis qu'il ne fait rien là tout seul sur la table. Et ce serait une façon, évidemment, de générer des revenus sur des téléphones qui dorment. Les téléphones, un peu comme, quoique moins apparent, mais comme les voitures qui passent 95 de leur vie utile à ne rien faire, alors qu'on les achète à 100 Les téléphones ont beaucoup de moments morts dans leur journée aussi, pendant lesquels on pourrait, parce que là, maintenant, les écrans de téléphones un peu plus haut de gamme sont toujours allumés, n'est-ce pas? Sont always on, comme ils disent en anglais. On peut afficher des choses là, comme par exemple de la publicité, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on essaie avec Motorola et Verizon. Je n'ai pas vu les chiffres, je ne sais pas à quel point qu'est-ce que ça représente en termes de montant. Est-ce que ça permettrait de donner des téléphones plutôt que les vendre?
Mais si vous pensez qu'on en a fini avec la publicité, non. Il y en a toujours plus, c'est toujours plus partout. Donc, ça continue dans ce sens-là. Et j'imagine la distraction d'avoir mon téléphone qui affiche des publicités pendant que je le pose. Encore une fois, les gens sont distraits. Beaucoup de gens, je comprends pas, je ne conçois pas qu'ils désactivent pas les notifications. Là, ça fait ping, ping, ping toutes les 3 secondes. Mais si en plus, il y a des publicités qui viennent nous distraire, comment ces gens-là peuvent travailler, étudier, réfléchir seulement? Je trouve ça horrible. Mais ça peut coûter moins cher. Oh! Ah, la publicité, partout. Je les regarderai pas. Je les regarderai pas, les publicités. Puis Tourne ton téléphone à l'envers. c'est ça, mais ça serait assez fou pour que ça détecte que le téléphone, que quelqu'un est devant le téléphone ou non. Si la caméra est activée, ça pourrait détecter que tu es devant ou non et là, afficher une pub. Et peut-être même en fonction de la personne qui regarde. Mais Il y avait je ne sais pas si c'est Glance, mais il y a 1 an ou 2, il y avait une application comme ça qui avait été lancée qui générait des revenus publicitaires basés sur le moment où le téléphone n'est pas utilisé. Et cet argent-là allait pas à fonder, mais à financer des organismes environnementaux, sociaux, tu sais, qui aidaient vraiment à régler des problèmes au sens très large. Évidemment, si c'est pour à des fins comme ça, charitables, c'est bien, mais si c'est pour faire vendre plus de choses qu'on n'a pas besoin d'acheter, c'est une autre conversation. écoute, il y avait l'application qui permettait aussi de calculer, d'analyser des signaux de sondes pour voir s'il y avait des extraterrestres, Ah, de faire des calculs. SETI à la maison, ben oui. qui permettait de faire ça dans son téléphone. Mais le problème avec ces services-là, puis c'est un autre truc qui est à considérer, c'est que si on affiche des trucs, si on fait du calcul en arrière-plan, ben, c'est le processeur qui travaille, c'est de l'énergie. La pile soit va diminuer, ou bien non, ben, on va on va drainer la bande passante, on va drainer les capacités de notre téléphone plus vite. Puis on va dire pourquoi le téléphone, la pile, ça décharge vite. Voilà. Détecte des extraterrestres. Ça, et voilà, c'est la fin des espressos. J'ai même plus voilà. de café en même temps. Signe que c'est pas des farces. Pour passer aux vraies actualités de la semaine qui sont pas mal plus costaudes, en tout cas j'espère. Mais avant de parler des actualités, on va parler de notre partenaire pour l'actualité, InfoBref, que vous connaissez sans doute, qui est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles de la journée, des nouvelles importantes. Essayez ça, c'est une infolette qui tombe dans votre inbox le matin. Ça prend 3 minutes à lire, c'est un vrai plaisir. C'est gratuit en plus, infobref.com, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, je le dis. Quand c'est gratuit, il n'y a pas de publicité qui s'affiche avant ni après. Peut-être dedans, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est quand même un bon. C'est vraiment bien. On parlait tantôt des réseaux sociaux et d'intelligence artificielle et on n'a pas parlé d'un truc qui est pourtant une autre chose du moment, la réalité virtuelle. Et là, Meta a quand même fait quelque chose de bien cette semaine. Ils ont annoncé qu'ils ouvraient leur plateforme à d'autres fabricants. Oui, leur système Meta Horizon OS. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. OK. C'est Meta Horizon OS. Le système d'opération va être ouvert aux tierces parties. D'autres entreprises vont pouvoir l'utiliser. En ce moment, on parle d'Asus, de Lenovo. On va même créer un casque Quest Xbox Cloud Gaming. Ouf! Ah oui. Quest Xbox Cloud Gaming, c'est un nom pour un casque, bien hâte de voir ça. Je me demande qu'est-ce que ça implique pour le casque HoloLens de Microsoft. Le casque HoloLens de Microsoft a déjà son système d'opération, j'imagine basé sur Windows. Je ne sais pas à quel point il est adaptable pour le jeu, parce que c'est vraiment axé très en entreprise, là, et aussi dans l'armée américaine, je crois, si je me trompe pas. J'en ai acheté plusieurs. Est-ce que ça voudrait dire que Microsoft utiliserait le Meta Horizon OS dans une prochaine version? Ben, écoute, je veux dire ceci, je ne me rappelle pas des HoloLens, mais le système Quest, c'est un système basé sur Android. On peut sideloader des applications, d'ailleurs, Android sur le casque, à condition que ce soit compatible, évidemment, là, mais ça reste que c'est un système qui est peut-être que HoloLens aussi, son logiciel est basé sur... je ne suis pas sûr qu'ils appellent ça une version de Windows dans un sens ou dans l'autre. Non plus, j'ai un flou artistique dans ma tête. Mais il y a Asus, Lenovo, il y a d'autres fabricants qui vont se joindre. Je ne sais pas si c'est le début du décollage officiel de la réalité virtuelle, par contre, parce que ça reste toujours en suspens un peu, là, mais... Ben oui, parce que le casque Vision Pro, je pense qu'il n'a pas eu le succès qu'on imaginait. Ce que je comprends que les ventes stagnent, ou du moins qu'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de nouveaux développements, il n'y a pas d'application incontournable pour le casque Vision Pro. Alors, je comprends que du côté de Meta, on essaie de se préparer à dire, bon, ben,
tout le monde utiliser notre système d'exploitation, ce qui va permettre d'avoir des horizons partagés entre différents manufacturiers, entre des jeux Xbox et le casque Quest, les casques de Meta. D'autres manufacturiers pourraient lancer leur propre version du casque. Donc, ça permettrait d'ajouter des casques plus coûteux, moins coûteux, plus performants. En tout cas, créer de l'innovation dans le domaine et peut-être faire jaser davantage tout ça dans le Meta Horizon OS. Et là, à partir de là, ça devient peut-être moins alléchant si on investit beaucoup dans les applications et dans les services du Meta Horizon OS de passer au casque d'Apple. C'est peut-être là que ça va devenir une belle résistance. À suivre, définitivement. Parlant de gadgets, qu'on se demande donc si ça va décoller comme marché, on en a parlé il y a quelques semaines déjà. Samsung joue avec la possibilité de lancer sa propre bague connectée, son propre anneau connecté, le Galaxy Ring. Et les rumeurs continuent d'aller bon train de ce côté-là. Ça s'en viendrait là, de façon imminente. C'est l'affaire de quelques semaines, mois. Parfait pour l'été. Ce sera un beau produit annoncé pour les vacances d'été, enregistrer votre activité physique, et ainsi de suite. En fait, c'est surtout pour le sommeil. Il y a des situations où porter une montre ou avoir un autre appareil sur soi n'est peut-être pas super commode. Donc, un anneau comme ça pourrait faire la job. On en a parlé aussi de l'anneau Oura, qui est un bon précurseur, qui fait un excellent suivi du sommeil. Donc, ça pourrait être un peu le même genre d'application. Et là, ce qu'on a appris, selon les rumeurs, c'est qu'il n'y aurait pas seulement un Galaxy Ring, mais il y en aurait 9 versions. Et là, ce qui n'est pas clair, c'est que est-ce qu'on parle de 9 versions, de 9 tailles de bagues différentes, ou est-ce qu'on parle de 9 déclinaisons avec différentes capacités techniques? J'imagine que c'est 9 tailles. Ben, ce serait normal et c'est sûr qu'il va être offert en différentes tailles parce qu'il n'y a pas 2 doigts pareils, j'imagine. Je ne sais pas exactement, mais on sait qu'il y a des numéros de série, des numéros de modèle qui pourraient correspondre aux tailles de bagues 5 à 13. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'on calcule la dimension des bagues. Sauf qu'il y aurait 8 versions comme ça. Il y aurait un ou 2 numéros de série dans la série qu'ont trouvé des gens là, sur le forum Galaxy Club, qui est un forum des Pays-Bas européens. Il y aurait donc au moins un numéro de série qui ne serait pas nécessairement une taille de bague, mais qui serait une espèce de version à part. Donc, est-ce qu'il y aurait une Galaxy Ring Ultra? Avec un petit diamant dessus. Oui, en titanium, plus d'autonomie, plus grosse, quelque chose comme ça. À suivre, mais on parle d'un appareil qui aurait une autonomie de 8 jours, peu importe. C'est une autre rumeur. Donc, c'est un appareil qui, clairement, pourrait servir toute la semaine. Et on dit aussi qu'il aurait probablement 3 finitions différentes. Et là, j'imagine qu'on pourrait penser à noir, argent et or, ou noir, c'est le noir brossé, argent, style alu, ou peut-être or et or rose, dépendamment de, je sais pas, là, ça dépend pas mal, c'est une question de mode, ces choses-là. Ça va faire jaser, parce que c'est très, très... C'est une bague, c'est quand même un bijou. Bijou, il faut que ça convienne. Effectivement, il y a un aspect très important de ce côté-là oui. à suivre. Parle-nous un peu de l'intelligence artificielle de Meta. La recherche sur les services de Meta n'est plus ce qu'elle était là depuis cette semaine. Ben oui, je ne sais pas si tu l'as découvert. Moi, je l'ai découvert par surprise. J'ai démarré Messenger, j'ai vu qu'il y a un nouveau bouton qui était là, Meta AI, qui apparaît maintenant. On n'a plus besoin d'amis, Alain, dans Messenger. On peut jaser avec On peut parler avec. On peut jaser avec l'intelligence artificielle de Meta. À quoi bon à parler à des humains? Pourquoi? Ils sont plates, les humains. Ils répondent pas, ils font pas de blagues. L'intelligence artificielle de Meta s'installe dans Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pour l'instant, c'est en anglais seulement. Petite déception, je lui ai parlé en français, il m'a dit non, désolé, je comprends pas encore les langues. Ça utilise le modèle de langage Llama 3, Llama avec 2 L, qui est assez performant. J'ai eu du plaisir, j'ai posé des questions. C'est mobile first. J'ai été surpris, là, la fameuse approche mobile en premier, parce que ça fonctionne d'abord dans le téléphone. Si je regarde les conversations dans mon ordinateur de Messenger, je ne vois même pas les messages. Il y a des messages que je ne vois pas. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut générer des images et elles sont surprenantes parce qu'on peut les animer si on désire. Donc, on peut demander, dessine-moi une tasse de tech qui fume, et puis boum, il va l'animer. Ça peut faire un beau logo. Il y a un filigrane dans le coin, c'est pas si mal, mais l'autre beauté de cette application-là, qui est gratuite pour l'instant, bien hâte de voir si ça va devenir payant ou si des fonctionnalités supplémentaires vont demander un paiement mensuel, ce serait un beau cheval de Troie de nous habituer. Donner à accumuler du côté de Meta par rapport à l'utilisation qu'on va en faire aussi. Là.
Exactement. On peut afficher du texte et ça marche vraiment bien. J'ai été surpris. Si tu demandes à ChatGPT ou tu demandes à Copilot de mettre du texte dans ta photo, il va écrire une espèce de bouillie. Si tu demandes à Meta, fais-moi un panda qui tient une affiche qui dit Bonjour Alain, l'affiche va vraiment écrire Bonjour Alain. Très, très le fun pour faire justement des petites animations. J'ai fait une tasse de tech. On pourrait le montrer Oui. dans les Ah oui, je l'ai vu commentaires tantôt. et tout. C'est Mais rigolo. super joli, ça fait un beau logo. Crée-moi un logo pour le podcast Une tasse de tech. Tu as une belle tasse, marqué Une tasse de tech dessus, sans faute, d'un bel écouteur, un micro, vraiment le fun. Ça se connecte à Internet pour avoir des réponses. On n'a plus besoin de sortir des applications Meta pour, par exemple, demander c'est quoi l'horaire d'un film, si on veut se réunir avec des amis. Il fallait que je demande à quelques reprises. J'ai été surpris. J'ai dit, dis-moi quel film je peux regarder demain. Il dit, tel film n'est pas disponible. Oh, J'ai dit, regarde dans tel site. Le film n'est pas disponible. Puis j'ai dit, OK, va dans tel cinéma. Puis il dit, ah oui, demain, le film est disponible à telle heure, telle heure, telle heure. C'est encore de l'intelligence artificielle. Il faut pas à prendre point. toujours avec un grain de sel les informations. Et Meta dit que c'est du code ouvert, fait que ça pourrait aider à démocratiser et rendre l'intelligence artificielle moins intimidante et l'améliorer, s'assurer qu'il n'y a pas de faille de biais ou de trucs Ouais. douteux qui se font avec ça. Fait que c'est gratuit, essayez-le. Si vous entendez parler de ChatGPT et compagnie, essayez celle de Meta dans votre application préférée, Messenger, Facebook, Instagram ou WhatsApp, et dites-nous ce que vous en pensez. J'ai hâte que ce soit en français. Très, très le fun. Ça serait bien J'espère que parce ça va faire que bouger les autres. ils nous ont un petit peu enfoncé ça dans la gorge là, à la place de l'outil Ben de oui. recherche. Du jour au lendemain, paf, tous ces milliards de personnes ont l'IA de Meta. Donc, c'est beaucoup de marketing de leur Ben part. Il faut oui. que ce soit bien reçu aussi, effectivement. Oui. Horizon 7 mai, Pascal. Oui. C'est comme ça que je l'ai dit. Ça a été, je pense que c'est Apple qui l'a publié cette semaine. Il y a un événement qui va se tenir le 7 mai et dans la petite image qui vient avec l'annonce, il y a le stylet. Donc, on Oh. soupçonne qu'il y a des nouveaux iPads qui s'en viennent le 7 mai prochain. Je veux dire ceci, c'est dépendamment où vous vous tenez sur le sujet, mais c'était peut-être temps pour Apple de mettre à jour ses iPads. Il n'y a eu aucune nouvelle tablette lancée par Apple en 2023, durant toute l'année 2023, ce qui est la première fois Oui. depuis l'existence de iPad qu'on saute une année comme ça. Signe que le marché est peut-être un peu, je veux dire, mature, pour ne pas dire saturé. Oui. Ben, stabilisé. Exactement. On aura peut-être plus comme pour les la voitures. croissance incroyable n'est plus là. Donc, Apple est peut-être juste en train de raffiner ses produits actuels. La rumeur dit qu'on pourrait voir 2 nouveaux iPads lancés le 7 mai, un iPad Pro à écran OLED et un iPad Air un peu plus grand que l'iPad Air actuel. Dans le cas du iPad Pro, un écran OLED remplacerait l'écran mini LED qui est actuellement utilisé dans ces appareils-là. Ça permettrait, le OLED, ça permet évidemment des couleurs plus vives, plus dynamiques, un gros contraste, donc des noirs plus profonds. Meilleur taux de rafraîchissement aussi qui permettrait de faire un peu comme les iPhone Pro, je pense, qui ont l'écran toujours allumé, où on peut rafraîchir une fois par 1 Hz, une fois par seconde, ou jusqu'à 120 Hz selon l'utilisation qu'on en fait. Et tout ça Afficher des sans consommer publicités. plus d'énergie. Ah, Afficher peut-être qu'il y des aura de la publicités. publicité à Apple. On sait pas. Peut-être qu'on commence sur un Ça, gros c'est pas écran très Apple d'iPad. comme approche. Aïe, aïe, aïe. On aurait un processeur M3 à bord, donc ce serait quand même une mécanique assez puissante. Et tout ça dans un format de 11 ou 13 pouces avec port USB-C pour la recharge. Et on dit recharge sans fil MagSafe. Et là, je n'arrive pas à figurer si c'est l'espèce de machin magnétique derrière l'iPhone qu'on pourrait remettre sur iPad, mais ça m'apparaît, c'est une rumeur dont je doute un peu, mais allez savoir. Évidemment, on vendrait l'iPad Pro avec les accessoires, sinon comme le clavier magique là, et ces affaires-là pour en faire un appareil qui remplace l'ordinateur personnel. Et je ne connais pas grand monde qui utilise ça comme remplacement d'ordinateur personnel, mais ça doit exister quelque part. C'est pratique, ça dépanne, mais c'est jamais aussi naturel, fluide que d'avoir un Mac ou un PC, peu importe. Du côté du iPad Air, il y aurait une version de 12,9 pouces qui s'ajouterait à une version à 10,9 pouces. On aurait un processeur M2 un peu moins puissant. L'idée, c'est de ne pas cannibaliser l'iPad Pro non plus, mais ce serait quand même l'iPad Air se situe à mi-chemin entre l'iPad tout court et le Pro. C'est une espèce de version quand même relativement chouette, mais pas de base nécessairement. Il y aurait une nouvelle caméra sur l'iPad Air avec un flash, chose que les tablettes d'Apple n'avaient pas avant. Est-ce que ça permettrait d'éclairer pendant les conférences vidéo, d'avoir... le flash est vers l'arrière, donc je ne sais pas si c'est pour... bon sang! Écoute, je ne vois pas l'application. Pendant un bout de temps, on chicanait les gens qui, dans des conférences ou dans des spectacles, prenaient des vidéos, des photos avec leur iPad dans les airs. Je ne sais pas si c'est pas une... En tout cas, c'est peut-être pas une bonne idée de faire une meilleure caméra sur une tablette, mais bon. Mais ça, c'est des rumeurs, on va voir. Ce sont des rumeurs et on saura tout ça de toute façon le 7 mai et on pourra en parler
à ce moment-là. Ça fait le tour de l'actualité costaud déchargée de la semaine. Mon cher ami, on va prendre une courte pause et on va parler de frais sans fil, de frais réduits ou à la baisse ou qui vont en baissant du sans fil. On va vous donner quelques astuces pour en profiter tout de suite après ceci parce qu'on reçoit Nadir Marcos de Plan Hub, qui est un comparateur de prix, pas juste dans le sans fil, dans l'Internet résidentiel aussi, et il a des bonnes nouvelles pour nous. Donc, restez avec nous, ça se continue tout de suite après ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On va parler des vraies affaires, Pascal, parce que et je pense que c'est rendu un refrain souvent entendu. Ça coûte cher le sans fil au Canada, ça coûte cher tout le temps, partout. Puis, j'ai pas la donnée sous la main, mais le feeling qu'ont les consommateurs quand on leur parle, c'est que peu importe ce que l'industrie dit, la facture à chaque mois, elle augmente tout le temps. Et souvent, on l'entend au retour des fêtes. Il y a des moments dans l'année où, tu sais, tout d'un coup, nous devons investir dans notre réseau, on vous augmente votre forfait de 2 par mois sur telle affaire. Et là, souvent, les gens, évidemment, ne sont pas contents. Et pourtant, cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau s'est félicité de voir le coût, j'imagine le coût moyen du sans-fil au Canada. Il dit qu'il a baissé de 50% par rapport à 2018. Je pense qu'il essaie de boucler la boucle d'une promesse qui a été faite à l'époque, là, on va faire baisser les prix, on vous le dit. Qui dit vrai, n'est-ce pas? On a posé la question en général et les gens de Plan Hub l'ont posé en particulier parce qu'eux, ils ont les données sous la main, donc ils peuvent faire des calculs. Ils ont découvert des choses pas mal intéressantes. Et pour en parler, on a Nadir Marcos, qui est le PDG, fondateur, grand gourou de Plan Hub. Nadir, salut. Salut Alain. Merci de me recevoir. Puis je devrais quand même dire que je suis cofondateur. Je ne suis pas tout seul dans ce Cofondateur, salon. excuse-moi, oui. Ben, en fait, fondateur n'exclut pas d'autres cofondateurs. C'est juste que je n'avais pas écrit le co. Effectivement, tu as raison. Modeste en plus. C'est-à-dire cofondateur et modeste et grand personne gourou. modeste. Et voilà. Tu as envoyé des statistiques de ton côté qui concernent plus les données mobiles spécifiquement. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Est-ce qu'on est vraiment en train de subir une baisse des prix? Oui. Écoutez, quand on regarde le prix moyen du gigabit, il est en forte baisse. Okay. Pour vous donner un indice, là, quand je regarde les prix moyens du Canada et du Québec, on était en janvier 2014 à 2,73 du gigabit. Puis maintenant, ça a beaucoup baissé. On est rendu à 1,11. Fait qu'il y a vraiment une baisse au niveau du prix unitaire. Cependant, toujours un mais, évidemment, ce qu'on observe aussi, c'est que le consommateur, lui, en revanche, il cherche des forfaits plus gros. Mm-hmm. Et puis j'ai donné là-dessus aussi, il y a exactement un an, donc avril 2023, le Canadien moyen cherchait 14,5 gigs par mois. Ah oui. Élevé, ça te surprend peut-être, Alain? Ben, en fait, oui. Puis, je ne sais pas si tu as les données ventilées par région. Je ne sais pas si au Québec, c'est différent du reste du Canada. J'étais sous l'impression que le forfait moyen était aux alentours de 4 à 6 gigaoctets, en fait. Oui, j'en ai. Puis au Québec, on est moins gourmand que les Ontariens. Là, j'ai les données sous les yeux pour le Québec et l'Ontario, mais bon, juste pour finir le point, on était à 14,5. Là, on est rendu à 19,5. Puis je vais te donner les chiffres en note actuelle au Québec. Ça finit bien par charger. Trop d'achalandage sur le site. Il va falloir. Mais c'est bon, ça serait un beau problème à avoir, mais c'est pas le cas. Ben alors, au Québec, vous voyez, on est à 18,5. Puis bon, comme la moyenne est à 19,5, on voit que le Québec est plus petit. Puis l'Ontario, ça s'en vient. Ça, c'est la consommation de données par mois, c'est ça? C'est pas la consommation, c'est ce que le client recherche sur Plan Hub. OK, ce qu'il recherche. Oui, fait que c'est sa perception de ses besoins. Mm-hmm. Ça, c'est une phrase lourde de sous-entendu parce que ce dont on pense avoir besoin et ce dont on a réellement besoin, souvent, c'est différent. D'ailleurs, ça amène les gens à acheter des Hummer alors qu'ils pourraient acheter une Civic du côté automobile. Je ne sais pas si c'est la même chose applicable dans la téléphonie parce que souvent, les gens veulent des gros forfaits en disant « je ne veux pas excéder, je ne veux pas payer la surprime si… » Et les fournisseurs offrent des forfaits maintenant, je pense, où le dépassement est comme un peu inclus souvent. Là. Exact. Je te dirais, Alain, que tu as raison, mais c'est beaucoup plus vrai du coup, dans l'Internet résidentiel. Ah oui?
beaucoup plus vrai dans l'Internet résidentiel. Je pense que quand on a une espèce de questionnaire, ben, un des mandats de PlanHub, c'est évidemment de capturer toute l'offre sur le marché puis de la présenter d'une façon claire, mais c'est aussi d'aider le consommateur à définir ses besoins puis à les comprendre. Oui. Puis C'est un gros morceau, ben oui. Mhm. pour Internet, on voyait que clairement les gens étaient un peu perdus dans des mégabits seconde. Et puis, fait qu'on on a fait plein de mesures. On a parti Netflix, on a regardé combien ça consommait en 4K, en SD, puis tout ça. Puis là, on voit honnêtement, ça prend pas une très grosse connexion pour avoir une expérience qui est bien sur Internet. Fait que là, je te dirais, pour Internet, c'est beaucoup plus vrai. Mhm. Oui, ben c'est Pour un le autre point. mobile, Tu fais bien d'en parler, puis on peut peut-être faire une parenthèse, parce qu'on en parlait la semaine dernière avec les gens de Planet Hoster, la définition de la haute vitesse aux États-Unis, ça a été doublé. Là, on parle de. C'est pas de la haute vitesse tant que tu n'es pas à 100 mégabits. Est-ce qu'on a besoin d'une connexion 100 mégabits seconde à la maison pour un Internet résidentiel moyen? ben, ça dépend de plein de facteurs, mais ça dépend surtout de ce qu'on fait. Mais juste à titre d'exemple, Netflix en SD, c'est 4 mégabits, c'est 4 mégabits par seconde Ah oui, de donc c'est pas une besoin. grosse affaire. Là. Puis en Mhm. plus, c'est comme un espèce de sinus sans être trop technique, fait qu'il y a un pic à 4 mégabits. Fait qu'en théorie, tu peux avoir deux personnes s'il y a un déphasage sur la consommation. Puis bon, Netflix, c'est quand même intelligent. Fait qu'en théorie, tu peux avoir deux streams, deux télés qui roulent du Netflix à 4 mégabits seconde avec une connexion de 5 mégabits seconde. Ça devrait marcher. Mais fait que c'est beaucoup plus bas on ne nous laisse, ne nous le laisse croire, pardon. Ouais, ben oui. Euh, Ben, fait c'est un que peu c'est ça. la même chose, et on peut revenir au sans fil, c'est qu'on a les besoins, en fait, on pense avoir certains besoins, on magasine certains trucs, et les fournisseurs vont aussi nous pousser des forfaits qui n'ont aucun bon sens. Dans l'Internet résidentiel, le gigabit seconde, que bien des fournisseurs, ben, bien, il n'y en a pas comme 18 non plus, là, mais est vraiment superflu dans la plupart des cas, et c'est la même chose dans le sans fil. Quand on appelle, ça m'est arrivé récemment, j'ai appelé mon fournisseur, j'ai dit, hey, ma facture est élevée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au lieu de baisser le forfait, il t'augmente pour le même prix les données, ou il va chercher une façon de garder Mhm. son paiement mensuel au moins aussi élevé. Est-ce qu'on a du levier comme consommateur? Est-ce qu'on peut justement négocier? J'imagine que oui, là, il y a moyen de négocier malgré tout ce que disent les fournisseurs. Ouais, ouais, il y a toujours moyen de négocier. Le meilleur moyen, c'est de trouver une offre concurrente, de les appeler. Mhm. Puis souvent, puis là, avec la baisse de prix qu'on observe, souvent, il y a des prix déjà plus bas qui sont publics avec l'opérateur actuel. Puis fait que c'est vraiment à quelques clics, là, il y a des économies, des belles économies à aller chercher. Bon, sinon plus de gigs, mais bon. Mais mais je pense que pour la mobilité, l'attrait d'avoir plus de données, c'est plus un espèce de sentiment de sécurité, comme tu le disais. Mhm. Mais pour Internet, là, il n'y a pas un énorme gain en expérience. Fait que là, c'est vraiment un peu je vais un peu jeter des dollars par la fenêtre, si on veut. Ben oui. Mais Mais là, donc, tout le monde a raison. Ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. bon, Donc, c'est vrai. alors, Euh, ben, je t'aurais demandé, je ne sais pas si vous voyez ça, puis c'est peut-être plus un conseil un peu plus de haut niveau, mais il faut évidemment négocier avec son fournisseur, il faut appeler son fournisseur. Est-ce qu'il y a une fréquence, est-ce qu'il y a un moment de l'année que vous observez à voir les chiffres fluctuer? Y a-t-il un moment dans l'année où c'est moins cher vraiment par rapport au reste de l'année? oui, définitivement. Il y a des périodes clés pour la mobilité. Puis celles-ci sont la rentrée scolaire, évidemment le Boxing Day, le Black Friday, et puis le March Break, la semaine de relâche. Ah oui. C'est trois périodes clés. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est acheter en janvier. Ça, c'est systématique. Puis ils s'amusent des fois à augmenter pour rebaisser de temps à autre. Mais c'est très dynamique, hein. Puis c'est ça qui nous occupe beaucoup chez PlanUp. Puis c'est ça qui demande beaucoup de travail. C'est vraiment garder un œil sur les prix, les monitorer, les capturer, les digérer, les mettre sur notre système. On fait une mise à jour quotidienne. Puis honnêtement, nous, on a développé un produit pour ça, justement, qui est comme une espèce d'alerte de baisse de prix. Ah Fait oui. que c'est ça. Fait que là, on te dit exactement, OK, là, il y a un prix qui est en bas de ce que tu payes. Fait que le consommateur nous dit ce qu'il paye, puis nous, on monitor, puis on t'avertit. Fait que souvent, c'est le fun si on la configure juste sur notre opérateur actuel, parce que là, bon, c'est un coup de fil, ou des fois, ça se fait sur le site, mais Oui. c'est vraiment quelques clics pour faire quelques dollars d'économie. Puis mine de rien, les sous font les dollars, donc ça finit par s'accumuler, là. Ça, c'est très vrai. Euh, évidemment, ce qu'on paye en service ou ce qu'on ne paye pas en service, souvent on le repaye en appareil parce qu'ils se reprennent, on achète des téléphones, maintenant il faut les payer, il faut aussi les amortir par mois, Oui. souvent, ça s'ajoute à la facture.
Est-ce que de ce côté-là aussi, vous regardez les chiffres ou vous touchez moins au matériel? Oui, oui, sur Planhub, si vous choisissez un téléphone, on va faire le calcul si ça vaut plus la peine de l'acheter plein prix ou en mensualité. Puis s'il y a plusieurs paliers de mensualité, on va tous les calculer. Mhm. Règle générale, puis là, par contre, là, les appareils ont augmenté beaucoup, ça on le sait, puis c'est pas C'est au pas profit fini. des non, c'est Mhm. pas fini, puis c'est pas au profit des opérateurs tant que ça, surtout sur les iPhones, les marges sont quand même petites. Mais, fait que oui, on regarde ça, mais c'est ça. Donc, là, c'est sûr que la facture augmente. Puis si je peux faire juste un petit retour en arrière, tu parlais du gouvernement, du gouvernement. L'histoire, bah, d'abord, ce que j'ai regardé, c'est le revenu moyen par usager chez les opérateurs. Oui, Puis ça, j'allais y c'est venir, comme, ouais. ouais, Parlons-en de ça. Parce que ça aussi, c'est en hausse, en fait. C'est que les fournisseurs vont toujours faire un petit peu ah, plus d'argent. ben, justement, cette tendance a changé tout Ah récemment. oui? Ah bon? Oh! Oui. Puis elle s'est stabilisée, puis même dans certains cas réduite. Euh, j'ai des chiffres et puis donc il y a quand même puis bon, si on tient compte de l'inflation, ben c'est encore plus bas qu'avant, fait que là, c'est une tendance qui a changé, là. Et puis les chiffres du gouvernement, l'histoire avec les chiffres du gouvernement, c'est qu'ils regardent des petits forfaits, puis les gens ne cherchent plus des petits forfaits. Mhm. Fait que c'est un petit peu une espèce de moyen facile de réduire les prix, mais en réalité, la facture du consommateur, elle, comme il cherche des plus gros forfaits, ben, elle change pas tant que ça. Ouais, c'est qu'ils regardent des forfaits que les gens n'achètent plus, donc qui ne valent plus C'est ça. grand-chose aux yeux de Exact. personne, effectivement. Je pense que c'était quoi? C'est comme 2 gigaoctets par mois avec. Ouais, ça va C'était jusqu'à pas un. 6. Ouais. Il y a 5 paliers, si ma mémoire est bonne, puis ça va jusqu'à 6, je crois. Fait que c'est un petit peu, bon, enfin, c'est un petit peu dépassé comme mesure. Et si je peux me permettre, ce que je comprends des petits forfaits, c'est qu'ils sont pour 2 $ de plus, tu as beaucoup plus de données. Pour 2 $ de plus, tu as beaucoup d'avantages. Fait que j'imagine que le consommateur, moi je succombe souvent à ce piège-là. Je regarde le forfait de base. Oh, 26 $. Oh, 28 $. Tu as les textos illimités. 30 $. Ben, on va prendre 30 $. Je suis capable, 4 $ par mois. Mhm. Fait qu'on upgrade comme ça notre forfait sans s'en rendre compte, alors que dans le fond, on n'a pas besoin nécessairement de l'Internet limité ou de 50 gigs de téléchargement dans son téléphone. 10 gigs peut suffire dans certains cas. Exact. Exact. Ben, c'est une science sur le pricing, puis bon, ils ont de l'expérience là-dedans, hein, fait que, Clairement. mais d'ailleurs, chez PlanHub, avant, on organisait tout en fonction du prix. Oui. Puis là, justement, pour essayer de capturer cet effet-là, on a commencé à regarder le prix unitaire. On a fait une espèce de ce qu'on appelle le tri recommandé. Puis là, on regarde le prix unitaire. On regarde, bon, en tout cas, une série d'indicateurs. Puis justement, là, dans un cas où est-ce que le 2 $ va te donner beaucoup plus de gigs, c'est possible qu'on affiche ce forfait-là à la place. Ah oui. Oui. Est-ce que vous pouvez arriver à déterminer quel serait le forfait qui en donne le plus pour son argent au Canada en ce moment? J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais oui, ça serait pas trop compliqué à faire parce que ça, on le calcule à chaque fois qu'il y a une recherche et c'est calculé, hein, Ah oui, OK. Il n'y a pas comme ouais. une grande ligne, genre, voici ce qui est possible. Ça fluctue beaucoup dans le temps, mais j'imagine que plus qu'on a de données dans notre forfait, moins le gigaoctet Ouais. unitaire, disons, revient moins cher, là. Exact, exact. Puis c'est pour ça que le prix unitaire descend, c'est que c'est ça, il y en a beaucoup plus pour à peu près le même prix, fait que Ouais. ça fait c'est ça. Est-ce qu'on doit Oui. remercier l'avènement de la 5G? Moi, c'est la question que. Parce que, en fait, c'est drôle parce qu'on parlait d'Internet haute vitesse tantôt. Tu sais, quand on a un Internet résidentiel, on magasine sa bande passante, mais dans le sans-fil, ils nous donnent. On magasine pas. On peut pas juste dire, moi, la LTE faisait mon affaire, je ne vais pas aller plus loin. Là, on a de la 5G, puis j'ai vu apparaître sur mon téléphone récemment 5G. Ouais, moi aussi. Sans expliquer trop c'est quoi, mais j'imagine que c'est une bande passante plus généreuse, ça fait consommer plus de données. Ultimement, c'est un peu, sans être un piège, c'est un peu une façon de faire évoluer les besoins des gens. Ouais, Est-ce exact. que c'est ce qui explique la baisse du coût des données mobiles? Ben, je saurais pas te dire, mais je pense que c'est plus des dynamiques de marché, personnellement, mais sur ça, ce qui est quand même nouveau dans le monde du sans fil, c'est qu'on parlait jamais de vitesse avant. Et puis Mhm. là, il y a certains opérateurs qui en parlent, qui l'affichent, qui en font la promotion, puis il y a des forfaits où est-ce que la vitesse est plafonnée, puis il y en a d'autres où est-ce que la vitesse est un peu plus haute, puis fait que c'est quand même nouveau dans le vocabulaire un peu du côté sans fil. On parlait toujours de la bande passante, pardon, pas de la bande passante, mais de la quantité de données, mais là, on commence à parler de la bande passante. Donc, Ouais. Ben, ça va changer. on a joué sur les mots en offrant des services illimités, donc on peut parler effectivement ensuite de vitesse parce que ça, dans un certain niveau, ça plafonne et on réduit Mhm. la vitesse, mais Mhm. quand même. Mhm.
ça s'améliore. Est-ce que tu suis les évolutions du réseau? Est-ce qu'on peut dire la 5G, parce que c'était évolutif, là, la première 5G, c'était plus de la 4G+, en tout cas, on joue un peu sur les mots. Là, la 5G+, c'est peut-être proche de la vraie 5G. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Honnêtement, je suis pas tant que ça. Non, OK. Euh, non, on a une map sur le site des antennes pour aider les gens à savoir quels opérateurs sont comme disponibles au chalet et compagnie, mais Mhm. non, je dois dire que à ce niveau-là, je n'ai pas trop OK. de. Mais la couverture, en général, tu peux dire qu'elle est. Tu peux donner un aperçu sur le site de Plan Hub. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. On a dessus, puis on a la qualité des antennes, on a ce que les antennes émettent, mais c'est pas sur le site en ce moment, mais ça pourrait être intéressant de mettre, effectivement. Je pense que ça peut peut-être devenir un enjeu. Honnêtement, on l'a pas trop regardé parce qu'on n'a pas eu d'écho de nos consommateurs qui nous posaient des questions sur ça. Mhm. Fait que, Ouais. C'est un enjeu. La 5G ayant des besoins en antenne, je vais dire comme ça, plus élevés, parce qu'il y a plus. Tu sais, le rayon d'action d'une antenne 5G est moins grand que la LTE. Ça prend plus d'antennes. On en voit surgir partout. Donc, effectivement, c'est pas un enjeu de consommation tellement que de paysage urbain, là, mais c'est une conversation définitivement. Est-ce que cette tendance, Nadir, va continuer à la baisse? Est-ce qu'on peut dire, parce que j'imagine qu'il y a aussi le fait que, bon, dans le reste du Canada, l'arrivée le rachat de Freedom, l'incursion de Québécois a dû aider. Est-ce qu'ici, on voit le marché évoluer vers une baisse des prix aussi au Québec? ouais, oui, pour le moment, la tendance est assez claire. Elle tend à baisser. J'imagine qu'il y a un seuil, fait que ça va finir par se stabiliser. Là, c'est très dynamique en ce moment. Puis effectivement, comme tu le disais, Alain, euh, Freedom a quand même brassé les cartes dans le reste du Canada. Puis nous, on l'a observé. Puis fait que c'est quand même des bonnes nouvelles pour le consommateur canadien. Ça commence à faire un peu plus de sens qu'à Mhm. l'époque. Euh, fait que On est, on est, on est loin des forfaits étrangers, on est loin des forfaits qu'on peut trouver en Europe ou en Asie où on a c'est des sûr, vitesses incroyables et des forfaits à quelques dollars par mois au lieu de nos 25-30 $ par mois. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est Mais il y a certain que la petite révolution eSIM aussi, je pense, qui commence à faire un peu de son effet, Ah oui. probablement. oui, oui, exact. Puis ça, je pense que ça va aider aussi à faire baisser les prix parce que mine de rien, quand on rend un peu plus facile le changement d'opérateur, ben ça les encourage un peu plus à compétitionner. Puis à ce sujet-là, justement, il y a beaucoup plus de Canadiens qui changent d'opérateur qu'à l'époque. Il y avait des chiffres sur ça, je pense que du CRTC, je pense qu'en 2017, c'était autour de 15%, puis là, on est rendu à 25 en 2023. Donc là, il y a Oui. vraiment une tendance, puis je pense que l'ISIM va juste contribuer à ça, parce que ça permet de changer d'opérateur en quelques secondes. Oui, sans avoir à sortir la petite puce puis attendre d'en avoir une autre ou aller en acheter une Oui, c'est autre ça. ou peu importe, effectivement. Ouais. C'est bien ça, des bonnes nouvelles. Écoute, on va en profiter quand il y en a qui passent comme ça, on les prend. Puis de toute façon, ben, tu l'as dit, Nadir, si les gens ont des questions, ils ont qu'à consulter planhub.ca, qui est votre site, en fait, le comparateur de forfait, pour le sans-fil, mais aussi pour l'Internet, si je comprends bien. Oui, exact, exact. Puis d'ailleurs, oui, tout à fait. Puis plana.ca. Puis pour le eSIM, on a un autre produit pour le eSIM Oui, de voyage qui s'appelle mhm, SIMCode. Oui, 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 super le fun. c'est Et pratique. puis, ouais, c'est ça aussi. Et puis, bon, là, il y a quand même des belles économies à faire quand on voyage. Fait que je Je, l'encourage. je, je, je suis très d'accord. Je l'utilise quand je vais à l'étranger, Ah, génial. les eSIM tout le temps parce que ça revient beaucoup moins cher. Et comme les gens, si vous êtes comme moi, vous êtes en train de planifier vos vacances de la fin de l'été, c'est peut-être le moment de regarder ces choses-là aussi, définitivement. Alors voilà, c'était les bonnes nouvelles dans le monde du sans-fil, brought to you by Plan Hub. Nadir Marcos, donc PDG et cofondateur, hein, je l'ai bien dit, de Plan Hub. Merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant, très instructif aussi, définitivement, sur ce qui se passe dans le sans-fil. Merci à vous de m'avoir reçu. Puis c'était un plaisir. Bon, Merci. ça fait plaisir à nous aussi. Nous, on prend une très courte pause et on vient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Nous allons parler de gadgets, on le disait tantôt, enthousiasmants. Je pense que c'est un anglicisme, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, bref, dans le cas de Pascal, il était emballé de déballer son gadget, hein. Oh oui. Tu Mais sais, avant d'en genre de. parler, Oui, Pascal, je oui, vais ben oui. rappeler l'existence de notre hébergeur officiel à toi et moi, Planet Hoster, qui est un commanditaire de la balado, qui vous permet de migrer en 20 minutes ou moins. Je ne veux pas dire que c'est gratuit parce que ce n'est pas un livreur de pizza, mais c'est québécois, c'est local, c'est presque dans votre quartier si vous restez dans ce coin-là à Laval. Mais vous ne pouvez pas aller le visiter parce que c'est privé, c'est sécurisé, c'est important de protéger les données des gens. On a reçu des gens de Planet Hoster la semaine dernière à la balado d'ailleurs, ce qui est un heureux hasard, n'est-ce pas?
pour parler des bénéfices d'entreprises comme la leur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne soupçonne jamais, mais entre autres, l'empreinte carbone de ces technologies-là, si vous faites affaire avec un bon fournisseur, il y a moyen de réduire votre impact environnemental. C'est pas tout le monde qui tient à ces choses-là, mais pour ceux pour qui c'est important, la nature, ben oui, ça fait partie du calcul et ils ont donc des solutions mise en commun de l'énergie, des choses comme ça qui permettent d'avoir une moins grande empreinte, mais qui permettent aussi d'optimiser l'utilisation qu'on fait de nos ressources web. Si vous avez un site web, c'est une bonne façon d'améliorer, d'optimiser vos opérations et de payer moins cher. Point. Virgule. Saut de paragraphe. Prochaine étape. Pascal, tu nous parles en fait, c'est deux affaires, hein. Le Instax PAL, c'est juste parce que c'est un petit peu dur à prononcer. Instax PAL et Instax Mini Link 2 de Fujifilm. Oui, oui. C'est le genre de produit, écoute, c'est le genre de produit que tu te dis, wow, c'est bien le fun. Je voulais parler des nouvelles caméras Fuji à développement instantané, des appareils qu'on met un film dedans qui se développe en se révélant doucement, de type Polaroid. C'est les bons vieux Polaroid, ben oui. C'est ça, mais Fuji n'aime pas qu'on parle parce que c'est la marque de commerce concurrente. Là. C'est comme Kleenex et Frigidaire. Parce que ça n'existe plus vraiment. Exactement. Fait qu'on va parler à partir de maintenant de Fuji et d'Instax. D'accord. C'est le petit appareil qui s'appelle le Instax PAL. J'ai découvert ça et j'ai trouvé ça, mais tellement mignon. C'est un appareil photo qui est de la grosseur à peu près d'une balle de golf, un peu plus gros qu'une balle de golf. On dirait un petit ours qui te fait un clin d'œil. Non? Tu le vois? Moi, je le vois, en tout cas. Oui, ben, je le vois, mais il y a aussi une grosse bavette ou alors il y a quelque chose... Une grosse bavette, c'est le petit protecteur. Ici, regarde, ça va ressembler encore plus à un petit ours. Si je le ferme comme ça ressemble à un petit ours qui te fait un clin d'œil. C'est un appareil photo qui a deux boutons. Un bouton sur le dessus pour le démarrer, tout simplement. Et là, ça fait des bruits amusants. Ça fait des petits bruits de jouets très, très chouettes. Et il y a un autre bouton à l'arrière pour prendre les photos. Il n'y a pas de viseur. On vise au pif. Si on veut, on peut s'aider avec une espèce de petit anneau. Ah, une espèce d'anneau pour viser comme... ouais, OK. Oui, c'est un anneau là, qui ne sert à rien. C'est juste un petit rond que tu mets au-dessus, mais c'est aussi l'anneau pour tenir son appareil si on veut. Et ça sert aussi de trépied si on veut poser son petit appareil avec un angle sur une table. Il y a quelque chose de fondamentalement japonais dans cette affaire-là, me semble. Écoute, kawaii, le fameux kawaii, cute, mignon, tout lors du déballage est merveilleux. Les boîtes sont cute, l'emballage est cute, le papier est cute, tout est joli là-dedans. Quand on prend une photo, écoute, tu peux choisir des sons. Tu peux enregistrer avec ta voix le son avant de prendre la photo. Fromage! Fait que dans ce cas-ci, j'ai enregistré le mot fromage pour démarrer la photo. Tu pourrais dire bonjour, tu pourrais dire coucou, tu pourrais dire ce que tu veux. Tu as 5 choix comme ça qui peuvent être enregistrés avec ta propre voix. Cute, cute, cute. Tu as 50 photos dans l'appareil qui peuvent être stockées par défaut. Tu peux rajouter du stockage avec une carte micro SD. Et le fun commence. Encore une fois, là, on ne parle même pas de qualité de photo. Ça prend des photos de style rétro, style vintage, des photos... Grand angle ou quand même assez bien cadré? C'est le style Polaroid. On va redire le mot, là, c'est vraiment des photos avec un style très naturel, les couleurs sont très bizarres. Et ce qui est le fun, c'est que quand tu prends la photo avec le Instax PAL, tu n'imprimes rien, ça ne te coûte pas. Tu n'as pas de photo qui sort qui coûte des sous. Tu peux prendre 50 photos dedans, tu peux les transférer dans ton téléphone. Quand tu transfères dans ton téléphone, les photos s'effacent de l'appareil, fait que tu as un stockage qui est presque illimité. Et là, le fun recommence. Prendre les photos, c'est le fun. Travailler tes photos, tu as une application super jolie qui permet de recadrer ta photo, ajouter des filtres, ajouter des petits bonhommes par-dessus. Écoute, tu peux même numériser, par exemple, un panneau arrêt-stop, prendre le arrêt puis le coller sur ta photo en superposition. Tu peux prendre des logos, tu peux prendre des choses comme ça. Les possibilités, tu peux dessiner avec la lumière. Tu peux décider de prendre une photo et de dessiner avec la lumière sur ta photo. Et là, tu peux, si tu veux, l'envoyer à tes amis, la partager, ou encore l'imprimer, ou plutôt la faire développer avec l'imprimante Instax Mini Link 2. C'est une petite boîte, c'est gros comme la paume de ma main, un peu plus gros que la paume de ma main. Petit portefeuille. Super joli, encore une fois, très élégant, très bel appareil. On démarre,
avec l'application dans son téléphone, on choisit la photo qu'on veut imprimer et on va pouvoir l'imprimer ou plutôt la faire développer. Ça prend des cartouches de film Instax qui coûtent environ 1 $ par photo. Souvent, c'est en promotion. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, mais calculer au moins 1 $ par photo. Et là, la photo se développe instantanément. C'est pas une imprimante, c'est un film qui se révèle. On a toujours le réflexe de les secouer. Je sais pas pourquoi. Il semble que ça change C'est absolument l'habitude, rien. ben oui. Mais ce qui est le fun, c'est comme on peut choisir les photos qu'on prend, on peut les retoucher, recadrer, arranger. On diminue beaucoup les risques de déception. Et deux, c'est pas si cher que ça. Puis c'est un beau souvenir. Tu prends une photo, tu rencontres quelqu'un, tu prends une photo, tu laisses la photo en partant. Merci pour la soirée merveilleuse. C'est ludique. Ben oui, c'est bien. Mhm. J'imagine le message comme ça. Tu peux faire des petits messages comme ça, moment spontané. Tu gardes une trace physique. Je trouve qu'avec le Instax Mini puis le Instax Pal, tu oublies ton téléphone. Avec le téléphone, tu vas cadrer, tu vas faire attention. Avec l'Instax Pal, pour te dire, tu as un flash qui se déclenche automatiquement. J'ai pas vu si on pouvait le désactiver, mais le flash est extrêmement puissant. Ce qui va avoir, c'est éblouissant. Là, je l'ai essayé, je l'ai fait circuler avec ma blonde et ses enfants. Toutes les imperfections trois, de vieil appareil photo, là. Ben oui. on avait des flashbacks de l'éclipse. On avait la rétine un peu cramée. Ceux qui n'ont pas porté de lunettes, ceux qui ont eu des problèmes avec ça. Mais vraiment le fun. Sérieusement, l'Instax Pal coûte 130 quelques dollars. C'est pas nécessaire de l'utiliser. Si on veut, là, moi, ce que je vois, là, c'est un appareil photo extraordinaire à laisser à ses enfants. Allez vous promener, gardez ça, prenez des photos. On met une carte micro SD là-dedans. S'il brise, pas très Ben coûteux, oui. c'est pas très. Et puis les photos sont toutes croches. Mm. Et ensuite, on peut les retravailler, on peut les envoyer comme on veut et imprimer celles qu'on veut. Si on veut, on peut seulement installer l'application, on peut seulement acheter l'imprimante à photo. Et là, avec l'application dans son téléphone, on peut prendre des photos avec son téléphone et là, les imprimer comme on veut. Fait que si on veut juste le côté impression instantanée avec un film à développement instantané, c'est possible. Le Instax Mini Link 2. Et encore une fois, vous avez toutes les options qui permettent d'ajouter plein de petites... c'est vraiment là l'équivalent de ce qu'il y a dans les arcades au Japon. Dans les espèces d'arcades au Japon, tu as des kiosques à photos. Puis je voyais les jeunes là, qui prenaient des heures, peut-être pas des heures, mais des minutes à dessiner la photo, mettre des légendes, et ainsi de suite, puis imprimer ça. Je pense que c'est vraiment un beau gadget. Je sais pas, là, j'imagine comme cadeau. Il faut évidemment garder en tête, même l'imprimante n'est pas très chère, c'est 140 $ à peu près. Pour la fin des cours, là, pour les jeunes qui finissent et qui ont un bal finissant, des choses comme ça, petit gadget à avoir sur soi, mettre sur Oui, la oui, table. oui, tu gardes Ben ça, oui. tu prends tes photos, tu peux les imprimer, tu peux garder l'imprimante dans ta poche, puis tu peux donner des photos. Hey, merci, je vais me souvenir de toi le reste de ma vie. Tu revois ça dans 20 ans, tu fais c'était qui ça? Mais vraiment un beau truc. Il faut garder en tête, évidemment, qu'il va falloir acheter des films. Il va falloir se procurer des films Instax qui sont à peu près 1 $ et quelques chacun pour développer. Mais c'est beaucoup de plaisir, puis tu n'es pas obligé d'imprimer chacune des photos que tu prends. Ça, c'est bien. Bien, ça, merci Pascal. Je vais aller, pour ma part, d'un endroit, je veux dire, un pas plus sérieux, mais plus geek. Une autre place dans la maison, n'est-ce pas? On va aller directement dans le bureau, parce que j'ai essayé, j'ai reçu et j'ai enfin résolu un problème que j'avais avec mon ordinateur et ma station de travail à la maison. Exactement, une station d'accueil de la marque Kensington, qui est le modèle SD4880P. Kensington a plein de qualités, mais ils ont un défaut, ils ne savent pas nommer leurs produits pour qu'on se rappelle facilement de ce qui est quoi. Ils ont un catalogue plein de stations d'accueil et de hubs USB, là, de ponts USB, de concentrateurs, tout ça. Malheureusement, ils ont tous des noms de modèles impossibles et celui-là, ben, c'est le SD4880P. Bon, ça, c'est dit 2 fois, donc si vous voulez le prendre en note. Ce qui est merveilleux avec cette station-là, c'est que c'est l'ultime station de travail. C'est un concentrateur 17 en 1. Ça veut dire qu'il y a 17 façons de se connecter dessus pour une seule sortie vers l'ordinateur personnel. Je vais vous faire la liste rapidement. Il y a une fente pour carte SD, évidemment. Il y a 3 ports USB-C avec, je pense que c'est 30 watts la recharge d'énergie. Il y a 6 ports USB-A 3.0. Il y en a 4 à l'arrière, il y en a 2 à l'avant. Il y a 2 ports DisplayPort. Je vous l'avais dit qu'on en parlerait. Il y a 2 ports HDMI. Il y a un port Ethernet gigabit. Il y a des prises pour un casque et pour un microphone. Et il y a la prise d'alimentation. Tout ça ensemble
dans le top du branchement et de la connexion, on peut brancher jusqu'à 4 moniteurs en simultané à une résolution de 4K et à un taux de rafraîchissement de 30 Hz. C'est pas beaucoup, 30 Hz. Disons que c'est préférable d'imaginer qu'on peut avoir 4 moniteurs HD à 60 Hz, qui est un peu l'espèce de rythme de fréquence de rafraîchissement de l'œil ou un truc dans le genre. Mais il y a d'autres. On peut aussi brancher 2, 1 ou 0 moniteurs, mais on peut brancher, disons, un moniteur jusqu'à 8K à 30 Hz, mais aussi jusqu'à 120 Hz en pleine HD ou en résolution naturelle. Je vous parlais des ports DisplayPort tout à l'heure. Ça fait un petit bout de temps que sur mon poste de travail, j'alterne toujours entre un Mac et un ordinateur Windows. Et pour passer d'un à l'autre, je dois débrancher et brancher toujours 2 câbles qui étaient le câble USB-C et le câble d'alimentation pour mon moniteur externe et mes claviers, souris et patentes. Et ça fait un bout de temps que je cherchais l'alternative à un seul port. Et pour ça, ça prend idéalement, parce que c'est ça le protocole, le standard qui le fait mieux, un connecteur Thunderbolt 4. Oui. Malheureusement, les socles, les stations Thunderbolt coûtent une fortune et c'est souvent vendu strictement en entreprise pour des gens qui ont des grandes salles et qui veulent brancher plein d'affaires. Et celui-là m'offre le meilleur compromis. Et pour y arriver, parce que mon moniteur a évidemment l'écran, mais il y a aussi des haut-parleurs et un micro. Le HDMI ne fonctionne pas parce qu'il ne prend pas la fonction micro. Il n'est pas bidirectionnel. Le DisplayPort non plus. Donc, ça prend, dans son cas, pour que ça fonctionne bien, à partir de la station Kensington, ça prend un port DisplayPort et une connexion USB-C pour avoir tout ça qui sort ensuite dans le USB-C vers l'ordinateur personnel. Donc, il y a beaucoup de câbles à l'arrière, mais il y en a juste un qui sort à l'autre bout et c'est ce qui permet de brancher l'appareil de votre choix. Évidemment, ça prend un ordinateur assez récent pour alimenter tout ça. Oui. Cela dit, il n'y a pas besoin d'alimenter à partir de l'ordinateur parce que la station comme telle doit être branchée dans le mur. Ce n'est pas une station mobile, ce n'est pas une station portable. Il y a un bouton d'alimentation, on peut l'allumer et l'éteindre à loisir. Donc, c'est une façon peut-être de gérer, de centraliser aussi l'alimentation de ces nombreux périphériques. Tout ça ensuite est renvoyé vers l'ordinateur par USB-C. J'ai trouvé ça tout à fait correct de ce point de vue-là. C'est une station qui se veut sans pilote, donc sans logiciel. Ça se branche, ça fonctionne. Il n'y a pas de casse-tête. Si ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas. Les chances que ça ne fonctionne pas. Vous avez un ordinateur qui n'est pas trop vieux, c'est quand même assez mince. Oui. Il y a de la recharge rapide pour des appareils que vous branchez directement dans la station, un appareil mobile, votre téléphone, une tablette, n'importe quoi. Vous avez toujours une alimentation qui ne vient pas de l'ordinateur pour ces appareils-là aussi. C'est quand même intéressant. Le boîtier comme tel, tu l'avais dans les mains, Pascal. Moi, j'ai juste la boîte parce qu'il est présentement branché sur mon setup d'enregistrement, donc je ne peux pas vous le débrancher. Ça va tout faire planter, mais l'appareil est gros à peu près comme ce qui était un disque dur externe à une autre époque. Là. Il n'est pas compact, mais il n'est pas gros non plus. Sauf qu'il peut devenir encombrant à la longue et il n'est pas portable. Ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre sac de travail et partir en voyage avec parce que ce n'est pas commode. Et aussi, il faut le brancher dans le mur pour qu'il fonctionne. Ce n'est pas juste un pont USB mobile comme il y en existe, là, parce que justement, il faut qu'il alimente ses nombreuses connexions. Mais quand même résistant, robuste. Vous allez l'installer, là, vous allez l'oublier. Il y a des gens qui disaient qu'il chauffe s'il est trop utilisé. Je n'ai pas vécu cette situation-là. Je n'ai pas eu à brancher 4 moniteurs externes. Mais il peut devenir chaud. Puis évidemment, il y a beaucoup d'informations et d'électricité et d'énergie qui passent dedans, donc c'est pas impossible. Donc, le garder dans un endroit peut-être plus aéré n'est pas une mauvaise idée. Mais c'est effectivement assez simple et il n'y a pas de casse-tête à savoir. Les ports qui sont dessus fonctionnent tous. Cela dit, n'a pas de port Thunderbolt, ça reste toujours pour moi une limite. J'aurais aimé ça en avoir un, mais s'il n'y en a pas, que voulez-vous, c'est pas une grosse affaire parce qu'il y a moyen de contourner ce problème-là, mais quand même. Et l'appareil coûte 380 $. Je l'ai vu à 380 sur Amazon. Il est 400 $ sur un des revendeurs canadiens en ligne dont j'oublie le nom. Donc, ce n'est pas nécessairement une aubaine, mais ces appareils-là coûtent cher. Il n'y a comme rien à faire. Les fameuses stations, on est passé d'une époque où, je ne sais pas pour vous, mais il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé à installer mon bureau à la maison, j'avais un petit ordinateur de bureau et mon portable. Et j'avais je ne sais plus c'est quoi le terme en français, mais un switch. Il y avait 2 petits boutons, ça me permettait de passer d'un à l'autre. Et c'est pour jumeler le clavier, la souris, tout ça. Oui. Et ça n'existe plus vraiment, ces gadgets-là, où ils coûtent très cher. Le plus proche que je suis arrivé de ça, c'est cette station-là, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire une station d'accueil avec un seul câble pour que les gens arrivent, se branchent. Et je pense que les gens qui gèrent des salles de travail, des bureaux volants, des bureaux flottants, ont probablement ce genre de gadget-là, mais en version simplifiée pour leurs différents postes de travail.
C'en est un bon pour la maison. C'est sûr que celui-là, c'est le plus équipé que j'ai vu. 17 en 1, c'est beaucoup. La plupart des gens n'ont pas besoin d'autant de ports de connexion. Mais dans le département de ce genre d'appareil-là, c'est un bel exemple. Et si vous trouvez moins cher, ça se peut que ce soit aussi de moins bonne qualité. C'est souvent ça le problème. Ça se peut que ça marche très bien, mais il y a beaucoup de marques méconnues dans ce créneau-là qui, souvent, moi, m'ont déçu. Là, j'en ai eu des marques chinoises que personne ne connaît en disant « Ah, c'est seulement 80 $. Puis là, tu l'essayes. Malheureusement, ça ne fait pas tout le travail. Donc, pour en avoir essayé 4 ou 5 là, au fil de la dernière année, c'est celui-là qui, pour moi, finalement, fait la job. Donc, oui, des fois, payer un petit peu plus cher, je pense que ça vaut la peine parce que ça sauve des tracas, tout simplement. Écoute, moi, j'utilise le Kensington SD 5780T que Kensington m'a envoyé. Il est Thunderbolt 4. Et ça, Voilà. c'était le truc que je trouve extraordinaire parce que mon nouvel ordinateur que j'ai reçu récemment, que j'ai fait assembler récemment, est Thunderbolt 4. Mais le beau problème de ça, c'est qu'il faut bidouiller. Il faut s'assurer quand on achète une station d'accueil que notre ordinateur a les ressources nécessaires pour gérer ça. Il n'y a pas de carte graphique là-dedans. Il n'y a pas de. C'est la puissance de notre ordinateur on rajoute des ports avec la station d'accueil. Et dans ce cas-ci, moi, je suis très, 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 très satisfait parce qu'on peut brancher son ordinateur dedans. On a un branchement de son ordinateur, dans ce cas-ci, une tour. Et j'ai sur mon bureau est de hauteur amovible, je garde les ports devant moi. De hauteur ajustable, j'ai dit amovible, le bureau s'ajuste en hauteur. J'ai ma station d'accueil et j'ai tous mes ports devant. Fait que si je veux brancher quelque chose pour le recharger, le brancher à mon ordinateur. Il y a entre autres un lecteur de carte SD. On peut mettre un adaptateur là-dedans pour une carte micro SD si on en a besoin. Voilà. Puis évidemment, on peut brancher ses écouteurs dedans. Puis quand je bouge mon bureau, quand je déplace la hauteur de mon bureau, la station d'accueil reste là. Évidemment, mes moniteurs sont branchés dedans aussi. Super. Ouais, c'est bien ce que tu dis. C'est un beau complément pour un bureau ajustable parce que C'est tous les ports et tous les câbles se retrouvent à la même place. Oui. Et quand on bouge le bureau, il y a juste probablement le câble d'alimentation à brancher quelque part en dessous. Et il y a moins de. Exactement. C'est pas seulement pour les ordinateurs portables parce que le gros avantage, c'est que tu arrives avec ton ordinateur portable, tu le branches dans ta station d'accueil et boum, c'est réglé. Tu as plusieurs moniteurs, tu as tous tes ports. Le clavier externe, la souris, souvent. Le clavier externe. Tout reste branché sur ton bureau. Tu branches ton laptop dans ta station d'accueil, il se recharge, les moniteurs se multiplient tout. Tu pars avec ton laptop, tout reste sur ton bureau, un seul branchement à faire plutôt que de brancher 4-5 périphériques d'un coup. Gros gain de productivité. Voilà. Et alors, c'est ça. Dans son cas, Pascal, c'était le SD 5780T. Moi, c'était le 4880P. Station d'accueil SD. Ouais. Je ne sais pas si c'est On s'assure d'avoir les ports compatibles. Il n'y a rien de plus triste que d'arriver avec son connecteur Thunderbolt puis de réaliser que son ordinateur n'est pas Thunderbolt. Thunderbolt, c'est peut-être l'espèce de standard le plus capricieux de toutes les déclinaisons USB parce que les ordinateurs qui l'ont sont rares. Intel est rendu à Thunderbolt 5, à pousser ça, puis il n'y a à peu près aucun ordinateur qui a des. Assurez-vous, lisez bien les fiches techniques parce qu'effectivement, ça peut devenir fâchant vite quand ça ne marche pas. C'est tout, mon cher ami. Hey, on remercie nos partenaires pour le podcast. TELUS, Planet Hoster, Hello Darwin, C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Merci beaucoup. C'est grâce à eux qu'on est diffusé partout au Québec, dans la province, dans le monde entier. Partout dans la francophonie. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire des commentaires sur YouTube et compagnie. On est partout. Réseaux sociaux aussi. On peut me lire sur pascalforget.com. Alain McKenna, on peut te lire, entre autres, dans Le Devoir, mais aussi sur plusieurs autres sites. Je parle de la fin de la musique en fin de semaine, si vous allez lire. Ça vous tente, allez lire ça. La fin de la radio, en fait. Mais j'ai essayé les deux. Il y a deux sites, là. Il y a Suno puis Udio, qui sont des intelligences artificielles génératives qui créent de la musique que vous voulez à partir d'une phrase. Oui. Et ça fait réfléchir. Définitivement. J'en parle dans Le Devoir. Donc oui, allez lire ça. Puis évidemment, je vais souvent passer tes contenus, Pascal, de pascalforget.com. Et ça aussi, ça vaut la peine d'être vu. Donc allez-y. Merci. Et parlant de quoi, nous, on doit aller justement créer ce contenu magique pour ces plateformes numériques et ou imprimées et ou virtuelles et ou physiques. Pourquoi pas? Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.